Les obliques font partie de la boîte à outils indispensable de tout trader qui se respecte. Elles servent à la fois de support et résistance, permettent d'identifier la tendance tout en différenciant les mouvements qui la composent. Aujourd'hui, on s'intéresse aux obliques et à tous leurs secrets. On peut tracer une oblique à partir de 2 points de contact, idéalement 3. Elles servent alors à identifier et encadrer un mouvement. C'est-à-dire que tant que le cours vient tester et rejeter ou rebondir sur l'oblique, qui sert alors de support ou de résistance, la dynamique actuelle se poursuit. Au contraire, en cas de cassure de l'oblique, il est possible que l'on assiste à un changement de dynamique, la cassure servant alors de rupture, de transition entre deux mouvements. Toutefois, comme on peut le voir sur cet exemple, cela n'est pas systématique et il arrive que des faux signaux apparaissent. Il faut alors considérer les propriétés autoréalisatrices d'une oblique. Autrement dit, plus elle est visible sur une grosse unité de temps, plus elle aura de chances d'être significative, car vue et intégrée par un plus grand nombre d'acteurs. Une oblique tracée en 1 minute aura donc beaucoup moins de valeur qu'une oblique tracée en 4 heures. Comment savoir si j'ai bien tracé une oblique? Faut-il prendre en compte les corps ou les mèches? De ma propre expérience, il n'y a pas de bonne réponse et cela dépendra à chaque fois du contexte. Le but va être de tester et ne pas hésiter à faire un mixte entre les corps et les mèches si l'oblique semble plus propre de cette manière. Sur cet exemple, je pars du début du mouvement baissier pour tracer mon oblique et je peux trouver 3 points de contact. On peut voir qu'ensuite l'oblique passe par les corps et que des mèches dépassent. Pour moi, cela correspond à du bruit, c'est-à-dire des excès de volatilité à court terme, qu'on peut également interpréter comme des tentatives échouées de casser l'oblique. Ok, et comment justement différencier ces fausses cassures des véritables cassures? Si on reprend l'exemple précédent, on peut voir un breakout en bonne et due forme. Dans le sens où plusieurs bougies de l'unité de temps où l'oblique a été tracée ont clôturé au-dessus de l'oblique. Il faut au moins 2 bougies qui clôturent au-dessus d'un niveau pour considérer que l'on a bien franchi ce niveau. Si après la cassure on assiste à un rejet immédiat, c'est qu'on reste dans le cadre du bruit, d'un excès de volatilité, et donc que la cassure n'est pas proprement validée. Pour autant, la cassure d'une oblique ne signifie pas un changement de dynamique à chaque fois. Comme on peut le voir, la cassure est propre, il y a un pullback qui vient valider la cassure avec une belle réaction, mais le changement n'a pas été validé. Pour valider totalement ce changement de dynamique, il manque un élément. Que l'on vienne casser le dernier plus haut local avant le mouvement de pullback. Tant que ce n'est pas fait, le changement de dynamique n'est pas acté et l'on peut assister à une phase de consolidation, donc de range, ou une continuation de la dynamique baissière. Ok, je comprends mieux comment tracer une oblique et reconnaître leur cassure. Mais comment on peut analyser un marché à travers elle? Il est possible d'analyser simplement un marché et sa tendance en traçant des obliques. Ainsi, si on peut tracer une oblique haussière passant par les points bas du cours, cela signifie que le marché est en tendance haussière et l'oblique sert alors de support à la hausse. Pour autant, sa cassure ne signifie pas une inversion de tendance. Cela signifie simplement une entrée en phase de correction de la tendance haussière. Pour valider un passage en tendance baissière, il faudra également casser la zone de support qui permet de tracer l'oblique. Ainsi, une cassure marque effectivement une rupture, un essoufflement de la dynamique, voire un changement de dynamique à court et moyen terme, mais pas systématiquement un changement de tendance. Au contraire, s'il est possible de tracer une oblique baissière, cela indique une tendance baissière sur l'actif en question. Sa cassure indique alors une entrée en phase de respiration du marché. Là encore, pour parler d'inversion de tendance, il est nécessaire d'attendre une cassure du niveau de résistance à l'origine du tracé de l'oblique. Des cas particuliers surviennent lorsqu'il est possible de tracer à la fois une oblique en dessous et au-dessus du cours. On parlera alors de canal si les obliques sont parallèles. L'oblique haute servira alors à la fois de zone de résistance et de retournement potentiel pour une vente, mais également d'objectif à la hausse et de prise de bénéfices. Dans le même temps, l'oblique basse servira de zone de support et de retournement potentiel pour un achat et par extension d'objectif à la baisse. Il est également possible de tracer une oblique intermédiaire qui va servir de niveau d'équilibre du canal. Dès lors, l'interprétation est simple. Si le cours se situe sous l'oblique intermédiaire, le cours sera considéré comme pas cher et l'on pourra chercher des achats sur des unités de temps inférieures. Au contraire, si le prix se situe au-dessus de l'oblique, le cours sera considéré comme cher et l'on pourra chercher des ventes sur les unités de temps inférieures. Un autre cas particulier survient lorsque cette fois-ci les obliques ne sont pas parallèles, mais convergent. On parlera alors plutôt de biseau. Là encore, l'oblique haute servira de résistance, tandis que l'oblique basse servira de support. Il est là aussi possible de tracer une oblique intermédiaire qui servira de niveau d'équilibre pour déterminer si le cours est cher ou non à court terme.
Enfin, il est possible de cumuler des obliques haussières afin de différencier la tendance de fond des mouvements qui composent cette tendance. Comme on a pu le voir sur l'exemple précédent, le DAX est dans une tendance haussière dans une configuration de biseau. L'oblique en vert, tracé à partir d'un graphique en 4 heures, sert ainsi à identifier la tendance de fond. Mais il est également possible de tracer une oblique bleue qui va cette fois-ci marquer une dynamique, un mouvement à la hausse sur l'unité de temps inférieure en 1 heure. Dès lors, l'oblique en 1 heure marquera un mouvement haussier au sein d'une tendance haussière et sa cassure marquera une entrée en phase de correction d'un mouvement baissier de la tendance haussière. C'est le concept de fractalité et je vous renvoie vers ma formation gratuite pour creuser cette idée. Ok, je commence à mieux comprendre comment on peut analyser un marché avec les obliques. Elles servent à identifier les phases de dynamique du cours ainsi que leurs changements et font office à la fois de support et de résistance. Mais comment on peut s'en servir pour trader ? Alors, on peut utiliser les obliques comme niveau de support et résistance, servant alors de zone de retournement propice aux configurations de rebond. Toutefois, dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser aux signaux liés aux cassures des obliques. On peut distinguer deux types de configurations de rupture des obliques. Les obliques de continuation et les obliques de retournement. Ainsi, une oblique baissière que l'on peut observer dans une tendance haussière marquera une continuation de la tendance et donc l'enclenchement d'une nouvelle vague de dynamique haussière. Le mouvement baissier sera alors simplement une correction saine de la hausse que l'on peut interpréter comme une tentative échouée des vendeurs à inverser la dynamique. La cassure ou le pullback servira alors de point d'entrée à l'achat dans le sens de la tendance. Sur cet exemple tiré du Nasdaq en 1 heure, on peut voir une phase de tendance haussière marquée, suivie d'une correction d'un mouvement baissier. La cassure de l'oblique ou son pullback permettait alors 2 points d'entrée dans le sens de la tendance. La logique est similaire, mais inversée pour une oblique de continuation baissière. On va profiter des exemples d'obliques de continuation baissière pour aborder les objectifs que l'on peut se fixer pour les configurations d'obliques de continuation. Lorsque cette configuration apparaît, il est probable, et je parle bien de probabilité, que l'on aille chercher à retracer 100% du mouvement, ou autrement dit que l'on retourne sur le dernier plus bas local. Si cette zone fait office de support, on peut alors fragmenter, c'est-à-dire couper une partie de sa position, car il est possible que l'on assiste ensuite à un retournement. Sur cet autre exemple, on a à nouveau une configuration d'oblique de continuation baissière. L'objectif théorique est donc un retour sur le plus bas local. Il s'avère ici que le dernier plus bas local à l'origine du tracé de l'oblique est cassé, on peut donc laisser courir sa position. Dans ce cas, pour déterminer le nouvel objectif, on peut alors prendre la hauteur du mouvement haussier, ici 200 points, et le reporter à la baisse sur le niveau de cassure de l'oblique pour donner l'objectif théorique. Bien entendu, cela reste de la théorie, c'est donc à prendre avec des pincettes, puisque rien n'empêche le cours de se retourner avant. Outre les obliques servant de configuration de continuation, on peut également s'en servir pour identifier les configurations de retournement. Après une tendance haussière, il arrive que le cours marque un essoufflement et des difficultés à poursuivre la hausse. Dès lors, il est parfois possible de tracer une oblique haussière. Il est alors envisageable d'entrer à la vente, à la cassure ou le pullback éventuel sur l'oblique qui marquera alors un changement de dynamique. La logique est similaire mais inversée pour les retournements haussiers qui interviennent à la fin d'une tendance baissière. Ces retournements ont davantage de probabilité de succès lorsqu'ils se font sur des zones de support et résistance. Sur cet exemple, on peut voir les deux configurations de retournement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il est alors possible de déterminer des niveaux d'objectifs en fonction du mouvement précédent et des zones ayant permis des réactions. Tant qu'elles sont cassées et servent d'appui, il est possible de garder sa position. Toutefois, si elle est traversée, il peut être intéressant de couper tout ou partie de sa position. Enfin, comme toutes les méthodes, le trading d'oblique n'est pas miraculeux et il arrive fréquemment que des faux signaux apparaissent, comme c'est le cas sur cet exemple. Dès lors, il faut envisager le scénario où cela se passe mal et prévoir un stop loss, un niveau invalidant où il sera préférable de couper sa position. Dans le même temps, si le trade commence à bien partir, il peut aussi être intéressant de protéger sa position et de remonter son stop loss au niveau du point d'entrée, c'est-à-dire passer break-even. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant concis. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché. Également, j'ai créé un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique en détail mes trades et leur gestion. Les liens sont dans la description.
La vidéo est désormais terminée, si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.